Ceux qui souhaitent découvrir des contenus inédits liés au podcast peuvent les trouver sur notre compte Instagram. Si vous avez envie de mieux me connaître, vous pouvez trouver des contenus plus personnels sur Telegram. Tous les liens au réseau sont disponibles dans la description. Je suis Lucas et ça c'est One More Time. Salut Sabrina. Salut. Je sais que tu écoutes le podcast, donc tu connais un peu le rituel, la liturgie. Oui, Et tu sais que c'est un peu comme il était une fois, donc on commence par le bien début. sûr. Raconte-moi comment tu étais petite, dans quelle famille tu es née, tes parents. Oh, wow. Alors, moi je suis née à Gênes. Les 5 premières années, j'ai vécu avec une tante qui était la sœur de ma grand-mère maternelle. Et on peut dire que les premières années de ma vie sont vraiment liées à cette femme qui était cuisinière. Et c'était une femme... Donc t'as pas grandi avec ton père et ta non, mère. non, je n'avais ni l'un ni l'autre comme figure parentale. C'est-à-dire tu es né de ta mère et de ton Oui. père, et ensuite tu ne les revois Non, plus. c'est ça. Aucun des deux. J'ai vu mon père pour la première fois à 12 ans et ma mère, elle était là, mais je crois que c'était une toute jeune femme de 19 ans, une jeune femme qui, je pense, n'était pas en mesure de s'occuper de ce bébé qui venait de naître. Alors elle m'a laissée à cette tante maternelle qui était la sœur de ma grand-mère. Tu veux dire elle t'a laissé à cette tante, et elle Oui. vivait sa vie en sachant qu'elle avait Oui. une fille, mais sans Elle être n'était là. pas là dans le sens où peut-être qu'elle venait me voir de temps en temps, mais je n'en ai pas vraiment de souvenir clair jusqu'au jour où cette tante disparaît. Elle meurt soudainement d'un cancer. Tu avais Et, 5 ans à ce moment-là. Oui, exactement. Et j'en ai un souvenir très distinct, très clair. À ce moment-là, on m'a transférée à San Remo chez mes grands-parents maternels. Parce que de toute façon, la famille de mon père, je ne la connaissais pas. Je ne l'ai jamais connue. Même aujourd'hui, j'ai seulement connu mon père, puis plus tard ma sœur et mon frère. Donc, je pars vivre à San Remo, chez mes grands-parents, avec leur fille, ma tante, la sœur de ma mère, et je commence vraiment la première année d'école primaire chez les sœurs. Et quand tu regardes des photos de toi, petite, il n'y a aucune photo avec tes parents ? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas aussi parce que je n'ai jamais vu mon père et ma mère ensemble. Jamais. Donc à 5 ans, tu pars à San Remo, tu t'installes là-bas, et tu restes avec tes grands-parents jusqu'à quel âge ? Je suis restée là jusqu'à mes 15 ans, parce qu'ensuite il est arrivé quelque chose de très grave dans la vie de ma mère. Et je me suis sentie presque obligée d'aller vivre avec elle à Gênes. Je me suis retrouvée à jouer un peu le rôle de maman, tu vois. Comme je n'avais jamais vraiment été une fille, j'étais un peu sa maman. Je ne pouvais pas la laisser toute seule dans cette situation. Mais avant ce moment-là, tu la connaissais, ta mère ? Oui, bien sûr, je la voyais de temps en temps. C'est-à-dire L'été. qu'elle venait te voir à San Remo ? Non, c'est moi qui allais la voir à Et Gênes. tu l'as connue à quel âge pour la première fois ? Non, mais je l'ai toujours connue en fait. Ma mère a toujours été là, mais quand j'étais petite, elle était peu présente. Je la voyais rarement parce qu'elle faisait sa vie. Et tes grands-parents, comment ils t'expliquaient le fait qu'elle faisait sa vie ? Ils l'ont jamais vraiment expliqué. Il y a des choses que tu comprends par instinct. Tu ne leur as jamais posé de questions, genre où est maman, où est papa, quand Non. tu avais, je sais pas, 10 ans ? Non, absolument pas. Parce que je savais au fond de moi où ils étaient et comment ils étaient. Mon père, encore moins. Lui, c'était l'innommable. Personne ne parlait jamais de lui. Je crois que quand je suis née, en 1968, il ne voulait pas me reconnaître. Et mes grands-parents, par fierté peut-être, ont dit « on s'en fiche, c'est nous qui allons la reconnaître. On lui donne notre nom, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. » Mais quand t'étais gamine, non ? Genre 9, 10, 11, 12 ans, Oui. et que t'allais aux anniversaires, que tu voyais les parents Oui. de tes copains, comment tu te sentais par rapport à ça ? Comment dire Ça te dérangeait ? Non, je crois que... Mais certainement. Mais j'ai justement, dans ces années-là, je crois que j'ai développé une sorte de détachement par rapport à la réalité très fort. C'est-à-dire, j'arrivais vraiment... Je ne vais pas dire que je m'en fichais parce que je souffrais beaucoup quand même. Évidemment, j'ai développé dans mon caractère, dans ma manière d'être. J'ai une part profondément blessée, mais en même temps aussi saine, très saine parce que je connais le genre humain. Je sais jusqu'où ils peuvent aller, je connais tout le mal qu'ils peuvent faire. Et aujourd'hui, rien ne me fait plus peur, sauf les maladies. Donc tu ne vivais pas ça émotionnellement, tu le vivais rationnellement, t'étais forte, Grave. blindée, donc t'as l'habitude Oui. de ne pas souffrir déjà depuis que t'es petite. Oui, j'ai cherché autant que tu puisses essayer de ne pas souffrir, hein, non ?
J'avais des mondes alternatifs, moi. Je me créais des mondes alternatifs, tu vois. Déjà, même quand j'habitais avec cette tante qui ensuite est décédée, j'ouvrais la porte à l'ami imaginaire qui, à cette époque, c'était Gian Burrasca. Donc, je forçais ma tante à mettre la table pour 3. Donc, tu vois, j'avais déjà développé un truc dans ma tête, genre pour me défendre. Moi, j'avais un ami réel, c'était Gian Burrasca. Je crois, oui, que je me suis toujours un peu créé une échappatoire, un monde alternatif qui me permettait de ne pas souffrir, de ne pas sentir le manque du papa ni de la maman, finalement. Je me sentais différente des autres, par contre, je me sentais différente. Et selon moi, c'est cette différence qui a façonné la personne que je suis devenue. Mais tu te sentais seule? Je me suis sentie seule, mais j'ai toujours eu des amis qui m'ont aidée énormément. Je dois dire que les femmes dans ma vie ont été fondamentales parce que malgré tout, elles m'ont toujours accueillie. Tu te souviens d'un moment de découragement quand tu étais petite à cause de tout ça, avant d'aller à 15 ans, c'est bien ça, à Gênes chez ta mère? Écoute, le premier moment où je me suis sentie perdue, c'est quand ma tante a été pratiquement écrasée par les portes accordéon d'un bus. Et ma tante était... elle s'était en fait fracturé le fémur et moi j'étais avec elle et on était seuls parce qu'à l'époque il n'y avait pas de portable. Donc ils l'ont emmenée à l'hôpital avec cette petite nièce, moi. Là, voilà, j'ai été un peu choquée. Mais tu sais, t'es tellement choquée que tu t'anesthésies. Je sais pas, je crois que c'est un mécanisme très presque naturel chez les personnes qui ont vécu de gros traumatismes. Je m'anesthésiais, peut-être par l'imagination. Je rentrais dans mon monde alternatif où là, il y avait une protection assurée. T'as appris à ne pas pleurer ou t'es quelqu'un qui se laisse aller? Moi je pleure facilement et j'en suis contente parce que ça me soulage énormément. Ça m'aide. Hein. Ça te me libère. Voilà, j'ai fait des pleurs de fou. Donc on revient à tes 15 ans. Tu vas chez ta mère en jouant un peu le rôle de nourrice et de mère pour elle. Oui, absolument. À Gênes. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Je continue le lycée linguistique, puis je fais par hasard ce concours de beauté, Miss Lido. On m'appelle pour un casting à l'époque chez Fininvest et en l'espace de 20 jours, je crois que j'ai passé l'audition, il me semble, en août. Et dès septembre, j'entre en salle de répétition pour faire Premiatissima avec Johnny Dorelli et Nino Manfredi. 17 à l'époque. J'avais été repérée par ce personnage, entre guillemets, dont je n'aime pas vraiment parler, parce qu'il est, lui aussi, décédé. Mais il avait essayé de se faire passer pour mon manager. C'était une personne profondément troublée. Un de ces narcissiques. Un narcissique manipulateur. C'est-à-dire dans le sens où il essayait de t'isoler du reste Absolument, du monde pour te oui. contrôler? Il voulait même me faire signer que j'étais incapable de discernement, que je n'étais pas apte à prendre des décisions. Il voulait que je prenne son nom de famille. Il a tout essayé. Évidemment, moi, tu sais, j'étais seule. Mais je ne suis jamais tombée dans son piège, dans sa toile. Et d'ailleurs, cette histoire a fini chez les avocats. J'ai gagné tous les procès. Et lui, t'as suivi à partir de quel âge? Il m'a suivi de mes 17 ans jusqu'à mes 23 ans. Ensuite, je me suis libérée de lui. Même s'il est décédé, je ressens un peu de colère, non? Une certaine rage envers lui. Je n'ai rien ressenti, non. Je peux même dire que quand on m'a annoncé sa mort, sincèrement, je n'ai rien ressenti. Quelle est la pire chose qu'il t'ait faite? Essayer de m'affaiblir. Essayer d'affaiblir mon esprit. Donc une sorte de terrorisme psychologique. Un vrai terrorisme extrêmement violent. Moi, j'ai aussi réagi parce que je ne suis pas exactement la douceur incarnée, dans le sens où je suis devenue très agressive dans la vie. J'ai dû l'agresser. Pour te défendre? Oui, et donc... Tu l'as agressé physiquement? Certainement, oui. Dans le sens où tu l'as frappé? Je me suis retrouvée dans une situation où j'aurais pu aller en prison, voilà. T'as perdu le contrôle? Oui, absolument. Voilà, je suis quelqu'un qui perd facilement le contrôle. Je crois que ça fait vraiment partie de ma nature et je deviens très violente physiquement. C'est un de mes... Encore aujourd'hui? Oui. Donc je vais essayer d'adoucir un peu mes questions. Non, voilà, par exemple, si tu touches à mon fils, si je me retrouve dans une situation comme ça, non, je deviens très violente. Donc tu fais l'audition? Oui, on me prend à cette audition, donc je me retrouve à travailler avec des noms importants. Là, j'ai un peu bluffé parce que je ne savais rien faire, mais vraiment rien. Mais dans cette émission, j'ai réussi à danser, à chanter et présenter parce qu'on m'a mise dans une situation avec les meilleurs chorégraphes.
hein, le directeur musical était super. Même Mariolina Canoli pour la diction, je suivais toujours ses cours de diction. Donc tu as fait une immersion J'ai fait totale une dans super tout. immersion totale. Mais le jour de l'audition, Oui, t'étais gênée? bah non, j'avais honte. Alors, il faut que je fasse une précision, hein. C'est-à-dire que je suis une personne très timide, hein. Une partie de moi est vraiment timide et l'autre est impertinente et agressive. Donc, je dois faire assembler ces deux personnes. J'ai eu de vrais traumatismes devant la caméra, crois-moi, hein. Parce que déjà, la caméra, je ne l'aimais pas, c'était un regard indiscret. Mais je me suis dit, cette opportunité m'a été donnée. Peut-être qu'il vaut mieux monter dans ce train et faire les choses du mieux que je peux, m'investir. Il y avait des choses qui me venaient facilement, d'autres moins. Par exemple, parler en public, ça me plaisait pas. J'aimais pas présenter. Et puis, je le faisais devant des gens qui étaient très préparés et qui étaient très sûrs d'eux. Même si, après, je donnais l'impression d'être hyper sûre de moi et impertinente, à l'intérieur, je mourais parce que j'avais des attaques de tachycardie violentes. Mais tu ne le montrais à Mais personne. même pas morte. Plutôt, je mourais. J'essayais même de contrôler ça parce que quand la tachycardie arrivait, évidemment, mes mains tremblaient. J'ai eu des moments de panique, j'essayais aussi de contrôler ça. Donc franchement, ça a été dur. Une sacrée école. Je dois dire, une sacrée école. Aussi parce que dans cet environnement, tu sais mieux que moi, hein, tout le monde n'est pas forcément bienveillant. Et certains, petite trahison, méchanceté, des choses désagréables dites dans le dos, voilà. Ça me blessait un peu, mais je les affrontais. Tu fais ce programme, Oui. on t'endoctrine rapidement sur toutes les matières artistiques, et après, qu'est-ce qui se passe? Je comprends que la télévision, Et entre-temps, ce comment n'est ça pas se vraiment passe fait avec pour les moi. études? Entre-temps, non, je laisse tomber les Ah, études. donc tu n'as pas passé ton bac, tu n'es pas Absolument allé pas, non, non. jusqu'au bout du lycée. Donc tu t'es arrêté en Absolument, 3e, quatrième. 4e. Ok. Je laisse tomber les études, je comprends que la télévision n'est pas faite pour moi, et je me dis, il faut que j'essaie de chanter, parce que j'étais passionnée par le festival bar, tout ça. Et donc l'idée n'était pas la mienne, mais celle de ce personnage qui me suivait à l'époque. Il m'a dit, je pense que le bon choix serait d'aller voir Claudio Cecchetto, qui était le roi Midas. Exactement. Exactement. Tout ce qu'il touchait devenait de l'or, il produisait plein de musique qui marchait, il était directeur de la radio DJ. Alors, qui de mieux que lui? Je suis allée le voir, très convaincue, et je lui ai dit, je veux faire Wall Boys. Je lui ai chanté une chanson des Duran Duran. Claudio a été choqué quand il m'a vu entrer dans son bureau. Tu lui as chanté ça en direct Oui, dans son bien bureau? sûr, parce qu'il m'a demandé, tu sais chanter? Bien Tu t'es sûr. lancé. Je me suis mise à chanter. Donc, je passe de l'extrême timidité, mais vraiment, À la franche insolence totale. à l'insolence totale, et souvent, même moi, je me surprends. Je me dis, mais comment ça? Moi aussi, je fais ça, parce que ça m'étonne. Il a deviné. Dès le lendemain, il commence à me proposer. Je crois la première chanson était Sexy Girl, et en une semaine, je suis en studio d'enregistrement. Entre-temps, je continue à faire de la télévision. Je fais le premier festival bar avec Sexy Girl, qui a un succès assez modéré, je dois dire. Elle entre dans les classements en Italie, en Allemagne. Ensuite, je continue toujours à faire cette télévision, mais ça me pèse. Peut-être que le rôle de Sexy Girl me pesait un peu, dans le sens où aujourd'hui, la télévision me plaît. J'aime la faire, j'aime faire des interviews, j'aime présenter. Mais à l'époque, on avait aussi des looks un peu... Je sais pas, on a fait Grand Hôtel avec Paolo Villaggio, Gigi Andrea. Il y avait un type de télévision complètement différent de celle d'aujourd'hui. Puis, peu à peu, arrive Boys. Attends, mais comment est né Boys? Parce que ça a été un tel succès. J'ai lu dans le livre de Cecchetto qu'un de ses collaborateurs va au stade, voit une banderole et dit « Inventons quelque chose à En partir de ça ». réalité, Matteo Bonsanto va au stade seul, il voit une banderole avec écrit Boys et il rentre chez lui et écrit Boys. Claudio m'appelle et me dit « Tu dois aller tout de suite en studio pour faire cette chanson ». En réalité, on était en train de finir l'album et le morceau était Hot Girls, ce n'était pas Boys, le morceau phare avec lequel je devais faire le générique du festival bar. Et au dernier moment arrive ce Boys et Claudio dit « Non, faisons Boys ». Salvetti dit « Non, je veux Hot Girl ». Donc au final, Claudio, qui était le présentateur du festival bar cette année, s'impose et Boys sort. En Italie, il a eu du succès, un succès modéré au début, puis il devient numéro 1, oui, mais à l'étranger, beaucoup plus. Qu'est-ce qui a déclenché l'étincelle, cette vidéo Je pense incroyablement que c'est à l'époque, provocante? certainement, la vidéo était très très provocante, puis à une époque où les vidéos, vraiment, on n'en voyait presque pas, il y en avait très peu.
La mienne faisait partie des premières, elle a été censurée en Angleterre. À cause du téton? Exactement. Et donc, oui, le succès de cette chanson, à part la mélodie légère, joyeuse, fun, est aussi dû à la vidéo et à ma physionomie. Oui, ta présence, mais le téton, Bien c'est sûr. arrivé par accident? Oui, Tu ne voulais pas le garder? absolument. Oui. Et ils t'ont convaincu et finalement ça a été la clé. Non, ils m'ont même pas convaincue parce qu'en réalité, la vidéo a été tournée en 10 minutes à Jesolo, dans cet hôtel. Je me souviens que ce jour-là, Salvetti était très nerveux parce qu'il voulait faire ce hot girl. Claudio était nerveux. Moi, je me retrouvais au milieu, je dis « faisons cette chanson » et basta. Jamais je n'ai pensé à cette histoire de téton, sincèrement. Je vois la vidéo à l'antenne, à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Je pouvais m'imposer et dire « Bien excusez-moi » sûr. avant de diffuser la vidéo. Je veux voir toutes les images que vous avez filmées. Tu imagines? Ça ne se passait pas comme ça. Et donc voilà, je me suis retrouvée avec la vidéo à la télévision comme ça. T'avais quel âge quand t'as fait Boys? Ah, je crois que j'avais 18, 17, quelque chose comme ça. Tout s'est passé très rapidement. Oui, très rapidement, oui. J'avais 2 choix à faire. M'énerver comme une folle, aller voir Cecchetto et créer un chaos, ou bien saisir l'opportunité. À ce moment, j'ai regardé la vidéo et je me suis dit, écoute, je crois que ça vaudrait mieux de la garder. Sur le moment, j'étais un peu déçue et après, je me suis dit, bon, ce sera cette vidéo et finalement, ma chance. J'ai entendu Redroni te présenter en disant Oui. en Royaume-Uni, numéro 1 Michael Oui. Jackson, numéro 2 Madonna, numéro Oui. 3 Sabrina Salerno. Raconte-moi ça, tu ne te rendais même pas compte du succès que tu pouvais Honnêtement, avoir non. dans ces Non, non, pays. non. Je me suis rendu compte que j'étais réellement devenue célèbre la première fois que je suis allée en Espagne. Je vais à l'aéroport et pendant que j'attendais mes bagages, à chaque fois que les portes s'ouvraient, je voyais plein de photographes. Je me disais, mince, il y a une superstar ici. Et quand je suis sortie, que j'ai compris que c'était moi, que tous ces photographes étaient là pour moi, sincèrement, ça a été un choc. Je suis montée dans la voiture, il y avait une vitre qui était tombée de l'aéroport. Pour te dire, donc imagine combien de photographes, il y avait vraiment une folie. Arrête-toi là. Quelle sensation ressentais-tu réellement en ce moment-là? La vérité. Ah, j'ai dit, oh mon Dieu, je suis vraiment... C'est-à-dire que tu étais heureuse? Tu te sentais Oui, comme oui, une oui. super-héroïne? Oui, tu te sens comme un dieu à ce moment-là. Mais après quelques minutes, quand je suis entrée dans la voiture, je voyais les gens complètement fous. Je me suis dit, oui, tu voulais ça, mais à présent, ce ne sera pas facile. En tout cas, toute cette attention sur moi, d'un côté, ça me faisait dire waouh. Mais de l'autre, je me suis dit, mais je ne le veux pas. Donc, j'ai toujours dû composer avec ça. J'ai toujours dû gérer ça. Et puis, quand je sortais des hôtels, il y avait les paparazzis qui m'ont vraiment poursuivi pendant des années en Espagne. Je pouvais rien faire. Et ça ne plaisait pas. C'était une partie du succès que j'ai souffert, d'un côté. Tu pourrais dire, mais comment ça, une personne qui veut le succès, ça ne te plaît pas, non? Non, moi, je suis quelqu'un qui, par exemple, si je vais dîner, je ne veux pas être à table avec plus de 6 ou 7 personnes parce que trop de gens me dérangent. Je ne vais pas en discothèque, je ne vais pas aux fêtes parce que je déteste les endroits bondés. Je ne peux être que sur scène. En dessous, je peux pas. Je peux même pas aller au concert. Donc tu vas en Espagne, et là tu te rends compte de la notoriété incroyable Oui. que tu as. Et puis quelle est la suite de tout ça, c'est-à-dire cette période-là? La suite, c'est que Boys m'amène à faire le tour du monde, des concerts, des émissions de télévision. Combien d'albums Boys a-t-il vendu? Environ 20 millions d'exemplaires. Ouais. Puisque tu parlais d'un problème avec ton ancien manager, Ouais. comment fonctionne le business dans ce cas? C'est-à-dire tu touches des royalties sur les copies vendues ou pas? Aujourd'hui, oui, mais à l'époque, j'avais un contrat qui n'était pas du tout équilibré, dans le sens où cette personne percevait tous les revenus de la musique, de la télévision, du cinéma, tout. Donc il est devenu milliardaire. Oui, milliardaire et aussi très dépensier. Il dépensait dans des choses comme ça et c'était mon argent. Jusqu'à ce que je brise vraiment ce mécanisme en disant ça suffit. Je fais d'autres productions, je rencontre Giorgio Moroder, Stock, Aitken et Waterman. Et déjà eux me font comprendre qu'il est peut-être temps de me détacher, de partir, de créer ma propre identité différente. Et quelqu'un a essayé de m'aider. Mais je n'ai pas eu le courage de partir seule et d'aller en Amérique, car j'ai eu de grosses opportunités que je n'ai pas saisies, un peu par peur. Donc, je comprends que je ne suis pas sur la bonne route. Je le sais, je le ressens. Hein. Et je commence petit à petit à essayer de me détacher de cette personne. D'ailleurs, je tombe amoureuse d'un garçon néerlandais qui était assistant réalisateur.
Et avec lui, je consulte des avocats et je prends la décision, celle de dire assez. Je ne veux plus être sous cette personne contractuellement. Je fais une proposition en disant « Je te laisse quand même 10% à vie », ce qui me semblait être une proposition fantastique. Tout ça, ce sont les royalties Oui, des tout morceaux ça, oui, ou oui, aussi oui. de ce que je vais Mais faire. aussi de ce que je vais faire. J'étais prête Mais à tout on donner, coupe le mais cordon on coupe, ombilical. basta. Et lui n'a pas accepté parce qu'il voulait tout, probablement, ou 50%, et donc à partir de là, tout a été cassé. Mais il était amoureux de toi? Pas du tout, absolument pas. Les hommes comme ça ne peuvent pas être amoureux des femmes. D'accord. Absolument pas. Quel âge as-tu quand tu coupes le cordon ombilical? 23, 24. Je contacte Nile Rodgers pour faire un album. Et à ce moment-là, l'Italie, au lieu de me protéger de quelqu'un qui m'avait vraiment massacré économiquement, la justice me met dans une position... Elle bloque tous mes comptes bancaires. Mais par rapport au procès? Oui. Donc je n'ai pas l'argent pour payer Nile Rodgers, donc je renonce à faire l'album avec Nile Rodgers. Ah, wow. Je gagne le procès après 10, 15 ans, 20. Mais à ce moment-là... Ce train était déjà parti. Exactement. Le train était déjà parti, mais au final, j'ai quand même réussi à continuer ma carrière. Jamais avec de véritables bas, parce que les bas, les moments où je m'éloignais, je travaillais peut-être en Espagne ou je restais en France, et puis j'ai toujours eu la chance de choisir, je dois dire. J'ai dit beaucoup de non, j'ai fait du théâtre, j'ai commencé à faire du théâtre, un peu de cinéma, très peu. Ça en Italie. Oui, mais je travaillais aussi énormément en Espagne, à la télévision en Espagne, beaucoup de concerts en France. Je travaillais toujours dans les pays scandinaves. De toute façon, il y avait Il y avait toujours quelque chose, toujours du mouvement. Je n'ai jamais été arrêtée toute ma vie, à part les 9 mois où j'étais enceinte. Exact. Et j'ai décidé consciemment de ne rien faire. Ce sont les seuls 9 mois de ma vie où je me suis vraiment accordé le luxe de rester à la maison. Je me suis un peu ennuyée. T'avais quel âge quand t'as rencontré ton mari? En 92, donc tu fais les calculs. 24? Oui, 24. Tu es de 68? 68, ouais. 24 ans. Cela coïncide à peu près avec la fin de la relation toxique. Où tu l'as rencontré? Je le rencontre en studio d'enregistrement. Mon mari, celui qui est devenu mon mari, venait de se marier. Il avait un enfant d'1 an nommé Andrea. Et moi, j'étais en couple avec ce garçon néerlandais. Je vais en studio chez lui parce qu'il voulait me produire. Je rencontre Enrico et il se passe ce coup de foudre. Une chose très immédiate, très violente, très forte. Mais lui prend tout de suite la décision de quitter sa maison et moi de quitter France, le garçon néerlandais. Un coup de foudre, comme on dit en français. Oui, exactement, un coup de foudre. Oui, nous sommes sortis ensemble tout de suite, c'était quelque chose de très rapide. Après combien de temps avez-vous eu un enfant? J'ai eu mon fils, je suis tombée enceinte à 34 ans, donc après presque 10 ans. Bien, oui. Et entre-temps, comment va ta carrière avec lui à tes côtés? C'est-à-dire, lui à tes côtés devient presque ton mentor ou il te laisse libre dans ton travail? Il me laisse libre. Tu es super indépendante. Les gars, non. Je ne peux pas. J'écoute les conseils, je suis une personne très ouverte d'esprit, je prends toujours en compte ce que disent les gens, mais je dois absolument décider moi-même, parce que si je fais une erreur, je dois me reprocher uniquement à moi-même. Je ne peux pas en vouloir à une autre personne. La personne avec qui nous avons fait la pré-interview pour aujourd'hui a dit que ton mari avait contribué à 50% à ta carrière. Pour le rôle et l'importance qu'il avait dans ta vie, non? Pas tant dans les affaires, mais... Oui, disons que oui, parce que mon mari est quand même une personne très équilibrée. Il a toujours essayé de jeter de l'eau sur le feu. Si j'avais trouvé quelqu'un qui m'aurait donné encore plus de feu, qui m'aurait donné raison au lieu de ça, il a toujours eu une attitude patiente, sereine, positive, ce qui est quelque chose qui me manque un peu parce que je suis un peu catastrophique, je tends à l'être, disons. Tandis que lui est un équilibre parfait. Exactement. En revanche, je pense que j'ai fait la même chose pour lui, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que lui était peut-être un peu Alice au pays des merveilles, et en me voyant, il a commencé à voir certaines situations, les gens avec d'autres yeux. Donc, on s'est donné quelque chose, moi un peu plus dans le mal, lui peut-être dans le bien. T'es toujours amoureuse? Mais l'amour, bien sûr, l'amour est là. On m'a dit que tu es une personne très fidèle. Quand tu fais un choix, tu ne te retournes jamais. Alors, disons que si l'on parle de l'amour, au début, la première année... Oui, évidemment, aujourd'hui, cela a toute une autre l'amour nuance. se transforme.
Je respecte beaucoup mon mari, je l'estime énormément et je crois que cette estime fait grandir l'amour. L'amour entendu comme la personne que j'ai choisie dans la vie, avec qui faire un parcours. Après, je ne dis jamais dire jamais, parce que je ne crois pas aux couples de contes de fées, ceux qui disent non, non, je suis très réaliste. Moi, je suis aussi un peu anaffective, tu sais, c'est dans mon caractère. Donc voilà, peut-être la seule personne avec qui je suis affectueuse, c'est... Ton fils. C'est mon fils, oui. Avec les autres, un peu de... Quand tu fais ça avec ta main, ça veut dire que Je les tu touche, caresses, je tu les es touche, physique. oui, je suis très physique. Pas avec ton mari? Je suis moins physique avec mon mari et généralement, ça me dérange beaucoup quand les gens me touchent. J'aime pas. Ce n'est pas quelque chose auquel tu étais habituée petite? Probablement, mais c'est quelque chose qui me... Ça t'irrite? Oui, ça m'irrite beaucoup. Maintenant, je me suis améliorée. Parce qu'avant, je ne pouvais même pas embrasser les gens. Maintenant, j'y arrive. Mais vraiment, si je dois... Mais ça ne te vient pas naturellement? Avec certains, oui. Avec certaines personnes, oui. Avec d'autres, moins. Mais si je dois choisir, je préfère ne pas les toucher. Faisons un pas en arrière. Tu as dit à 12 ans, pour la première fois, « J'ai connu mon père ». Peux-tu me raconter ce moment? Comment ça s'est passé? Regarde, j'étais à la plage avec ma mère et à un moment donné, j'entends quelqu'un dire « Waouh, c'est ton père ?» Ah, waouh! Comment ça, c'est mon père? Oui, là-bas, il y a ton père. Là-bas, près d'un bar. Alors, je vais voir, évidemment. Comment reconnaît-on un père? C'est pas possible. Je reviens un peu déçue, je dis « Mais je n'ai vu personne. » J'avais 11 ans, donc que fais-je? Je demande à ma mère son nom et son prénom, et elle me le dit, je rentre chez moi, je prends l'annuaire et je téléphone. Une femme répond et je dis « Je suis Sabrina, la fille de Mario. Je veux parler à mon père. » Et cette femme, je pense qu'elle a eu un choc, et elle me dit « Oui, d'accord. » Et mon père arrive au téléphone. Et d'ailleurs, il était devenu père depuis 2 ans parce qu'il avait une petite fille de 2 ans, Manuela. Et je lui dis « Écoute, je suis curieuse, je veux rien de toi, mais je veux voir ton visage, juste par curiosité. » Et il me dit « D'accord, Sabri. On se rencontre et on prend un rendez-vous. » Il est venu me chercher et je suis restée un peu déçue quand je l'ai vu parce qu'il semblait très jeune, très beau et je me disais mince, mais je m'attendais à un père au lieu de ça. Comment ta mère te racontait ton père quand tu posais des questions? Il ne me le racontait pas. Je n'ai aucun souvenir des histoires que ma mère me racontait. D'accord. Peut-être qu'elle me disait que c'était un con, je sais pas. Elle ne le peignait pas sous un jour positif? Non. Donc tu vois un homme beau et tu es surprise. Jeune, trop jeune. Je me suis surprise et je reste un peu dans un embarras extrême, vraiment embarrassée. De là... Tu restes gênée parce que tu te sens mal à l'aise à ce moment-là, ou Oui, ne mal brisez à pas la l'aise. glace, tu ne sais pas quoi dire, tu sens une ambiance tendue. Non. Lui, il n'essaie pas de t'embrasser? Je comprends, hein. Non, je comprends à qui j'ai affaire. Je suis une femme, je suis sensible, je suis intuitive. Je commence à lire dans les pensées et je comprends trop de choses. Et je vais trop loin en comprenant que c'est une relation qui ne mènera jamais à rien. Donc à 11 ans, tu as cette pensée à ce Oui, moment-là. absolument. J'ai eu les pensées les plus révélatrices quand j'étais petite, quand j'étais grande malheureusement. Et je décide d'essayer d'avoir une relation avec cet homme malgré tout. Il continue à dire « Je ne te perçois pas comme ma fille. Pour moi, tu n'es pas ma fille parce que, étant donné que je ne t'ai pas voulu... » Lors de votre première rencontre, il te dit ça? Non, il me l'a dit quand j'étais plus grande. Mais il y a eu un moment, en vérité, où quand j'ai commencé à travailler pour l'ex-Fininvest, il m'a dit « Viens chez moi, à Rome. » Parce qu'il vivait à Rome à l'époque. « Il y a ma femme, il y a ta sœur. Viens ici et étudie. » Parce qu'il voulait que j'étudie. Et j'avais à peine commencé à travailler à Fininvest. Je gagnais des sommes qu'une personne de 40 ans diplômée ne gagnait probablement pas. Je me suis dit, bon, ça me semblait une demande inutile. Il me l'a faite, mais
Je n'y ai jamais cru vraiment. À mon avis, il me l'a faite parce qu'il savait que je n'accepterais jamais. Il s'est passé pas mal de choses au fil du temps, pas toujours très édifiantes entre lui et moi, jusqu'à ce qu'il décide de sortir définitivement de ma vie. Car quand mon fils est né, je lui ai dit c'est ou dedans ou dehors. Tu deviens le grand-père ou tu sors. Mon père était un homme particulièrement intelligent. Publiquement, il faisait beaucoup de choses pour la charité, il avait une image incroyable, mais avec moi, ce n'était pas vraiment la bonté incarnée. Tu en parles au passé parce qu'il n'est plus là? Parce qu'il est décédé, oui. Et il te manque? Il me manque le dialogue, parce qu'il me manque l'échange avec lui, oui. Parce qu'étant une personne intelligente, il pouvait comprendre des mécanismes qui m'arrivaient et me les justifier, donc dans ce sens, il m'aidait. Ça a été très difficile parce qu'à un certain moment, il est sorti définitivement de ma vie. Quand mon fils est né, je suis devenue beaucoup plus forte. Parce que je sentais que j'avais donné un grand sens à ma vie. Et donc, il a disparu de ma vie. Et à un moment donné, je suis à Paris pour mes concerts. Mon fils est aussi avec moi. J'ouvre mon email et je trouve un message de ma sœur. La Manuela dont tu parlais avant? Oui, exactement. La partie paternelle. Mais je dois dire que par protection envers cette fille qui semblait avoir une vie merveilleuse, sereine, heureuse, je ne me suis jamais manifestée parce que je pensais que je serais un élément perturbateur dans sa vie et je pensais que je causerais de la douleur à une personne qui ne voulait peut-être même pas me voir. Alors, pourquoi me faire du mal? Peut-être par peur d'un autre rejet? C'est vrai que lorsque j'ai vu ce mail, ça a été ma plus grande victoire. T'étais heureuse? J'étais super heureuse. Pour moi, ça a été la plus grande victoire de ma vie quand ma sœur m'a cherchée. Parce qu'elle me dit, je suis pas sûre de cela, parce qu'à une fête, on lui a dit, tu es la sœur de Sabrina Salerno. Et elle dit oui. Elle ne pouvait pas y croire, puis elle est allée regarder mes interviews, il y avait des dates qui ne correspondaient pas. De plus, mon père avait fait beaucoup de charité dans des situations importantes, donc ma sœur se disait, c'est impossible, mon père est une personne, comment a-t-il pu ne pas reconnaître cette femme? C'est pas possible. Enfin, bref, pour la morale, on s'est appelé au téléphone, je l'ai appelé, puis tout de suite, j'ai posé la bombe. Oui, non, je suis ta sœur. Pour que ce soit direct, et je lui ai dit sans trop de ménagement, mais avec prudence. Elle reste assez choquée, je dois dire. Mais elle me donne un autre choc parce qu'elle me dit « Assieds-toi, je dois te donner une autre nouvelle. On a un frère qui s'appelle Lucas. » Mon fils s'appelle Lucas Maria. Je lui dis « Non, c'est pas possible. » Elle a fait exprès. Elle a appelé son fils du nom de mon fils. Je lui dis « Non, c'est pas possible. » Elle me répond « Regarde, c'est la seule chose que j'ai choisie. Donc, ne t'en prends pas à lui. » À un moment donné, le cavalier merveilleux qu'était mon père s'était déjà un peu effondré parce qu'il s'était séparé de ma mère. Il était avec une femme jeune, il avait eu un enfant. Ma sœur avait une petite fille et donc le grand-père préférait jouer au papa cool plutôt qu'au grand-père. Et ma sœur n'avait jamais bien pris cela. Ça a été une forte émotion, ça a été une grande victoire pour moi. Je considère que c'est la plus grande, la plus importante réussite de ma vie. Et de là est né ce lien qui ne s'est jamais interrompu. Malheureusement, là aussi, il y a eu une semi-tragédie. C'est-à-dire que ma sœur va chez mon père et lui dit « Sabrina est ma sœur ». Lui, il répond « Non, c'est une légende urbaine, tu te trompes ». Et elle lui dit « Non, Sabrina est ma sœur ». Mon père a tout nié. Il a même dit des choses très mauvaises sur moi, à ma sœur. C'est pourquoi je suis allée voir un avocat, j'ai fait une mise en demeure et j'ai demandé immédiatement la reconnaissance en faisant un test ADN. Depuis ce moment-là, les rapports ont évidemment changé parce que le test ADN a prouvé que j'étais bien sa fille. Nous sommes allés chez le notaire et la notaire, une femme, disait « Mais il devrait être fier d'avoir une fille comme ça, il devrait être heureux, non ?» Et lui, oui, embrasse-moi, ma fille. On entre dans la voiture et il me dit, si on ne dit à personne que je suis ton père, ce serait peut-être mieux. Je lui dis, mais regarde, ne t'inquiète pas. C'est pas comme si tu étais Almodovar ou Spielberg et que ça m'intéressait pour mon travail. Je vais pas utiliser ton nom pour travailler plus, laisse tomber, ne t'inquiète pas. Cette histoire, je l'ai racontée à Vanity Fair et lui, il s'est fâché.
Mais tu méritais ça, merde. Tu ne peux pas me dire embrasse-moi ma fille et ensuite dire mais si on ne le dit pas à tout le monde, c'est mieux. Tu lui as pas demandé pourquoi il ne voulait pas... Parce que son environnement, lui, que ça il travaillait dans les banques à un certain niveau. J'ai pas compris Ensuite, quel travail il faisait apparaissait ton souvent père. dans Il Sole et 24 Ore, donc il avait aussi une image publique. Il n'était pas fier de toi? Je n'ai jamais compris. Je pense qu'à la fin, oui. Parce que j'ai prouvé ce qu'il n'a pas pu prouver dans sa vie. Mais il n'aimait pas ton personnage public. Absolument pas, je ne pense pas. Il reconnaissait que j'avais un esprit différent des autres. J'y suis arrivée grâce à ma propre tête. Selon lui, grâce à ma manière d'être, de raisonner. Mais il aurait probablement préféré que je sois avocate ou médecin plutôt que... Il espérait une licence. Je me souviens encore de cette fois où il m'a dit « Viens étudier chez moi ». Donc maintenant, une mise en je demeure. fais une mise en demeure. Je fais le test ADN. Il y a combien de temps que tu fais ce test ADN, juste pour situer une époque? Alors, il y a environ 8 ans, peut-être que j'avais 48 ans, Ok. non, peut-être 47, peut-être moins 47, oui. Ok. Je me présente avec mon avocat. Mon père était désespéré parce qu'il s'est ensuite fâché contre ma sœur. Il a culpabilisé ma sœur pour cette histoire car il disait « Si ta sœur n'était pas venue te chercher, tout ce bazar ne serait pas arrivé. » Et il a commencé à dire à ma sœur « Tu vas perdre ton héritage parce que tu verras, tu devras le partager avec elle, tu es une idiote. » Mais ma sœur s'en fichait complètement de partager l'héritage avec moi. C'est pour ça que je dis que ma sœur Manuela est le plus grand succès de ma vie parce qu'elle est la preuve que les gens ne sont pas tous liés à l'argent. Et ça, déjà, c'est un miracle. Ma sœur a prouvé que pour elle, l'argent, ça ne Elle comptait s'en pas. fichait complètement. Elle voulait plutôt mettre de la clarté dans les relations. Je veux dire, ce n'est pas donné à tout le monde de réagir ainsi. Parce que j'ai vu des situations où, mince, ils se tuent entre frères et sœurs pour de l'argent. Ma sœur, donc, avec un lien uniquement paternel, a vraiment fait un sacré scandale pour moi et a commencé à s'opposer à mon père à cause de moi, jusqu'à ce que, heureusement, petit à petit, elle se soit réconciliée avec mon père, aussi avec sa femme, avec ce frère. Et moi, en 2019, le jour de mon anniversaire, j'étais en France et j'ai eu, tu sais, une sorte de vision. J'appelle mon père. Il répond pas. Je l'appelle, il raccroche, je rappelle, il m'envoie promener, je lui dis « Continue comme ça, parce que je suis sous chez toi. » Là, il crie comme un fou. Puis il me dit « Ok, parle-moi. » Et je me mets à pleurer, je lui dis que j'ai besoin de le rencontrer, et il me dit « Ok. » Dans les semaines suivantes, il m'envoie des phrases disant « Mais parfois on agresse par peur. » Donc, il me fait comprendre que, d'une certaine manière, c'est sa façon de me demander pardon. On se rencontre et il s'excuse pour tout ce qui s'est passé, disant « J'ai tout faux. J'ai eu tort avec toi, j'ai eu tort avec ta sœur, j'ai eu tort avec ma femme. » Et il fait une sorte de confession. Il m'emmène chez lui, je rencontre mon frère. Ma sœur m'attend avec la femme de mon père, donc nous déjeunons ensemble. C'était en avril, mai, juin, juillet, il meurt en juillet. Mais pendant ces mois, nous avons eu un contact téléphonique. Il n'a pas pu rencontrer mon fils, mais en réalité, mon fils ne voulait pas vraiment le rencontrer. Il n'était pas particulièrement passionné. Il disait que ça arriverait, mais que ça arriverait. En juin, je me rends compte que mon père vient de partir et je le dis à sa femme et à ma sœur. Soyez vigilantes, parce qu'il va se passer quelque chose de grave. Je perçois des choses. Puis il me dit, je dois vous parler à toi et à ta sœur, je dois vous dire des choses. Mais je comprends que c'est presque arrivé. Et je le sens, je le dis aussi à mon mari, je le dis à tout le monde, mais tout le monde me prend un peu pour une folle. Il me dit, c'est encore toi qui exagères. Et pourtant, ça arrive. Ça arrive, et puis on fait le deuil. Je sais pas, peut-être que je mettrai encore beaucoup de temps à faire le deuil de toute ma vie, parce que... Mais dans les derniers mois, tu as vécu la meilleure relation de ta vie avec ton père, parce que vous avez humanisé le dialogue. Vous ne vous êtes plus disputés, il t'a, disons, avoué un grand pardon. Heureusement qu'on a eu cette chance. J'ai appelé ce jour-là parce que je pense à ça. S'il était décédé, si je n'avais pas eu l'opportunité de lui parler et lui de me parler, ça aurait été une tragédie pour moi.
Donc vous vous êtes séparés pour toujours dans cette vie de la meilleure des manières, non? Par rapport à ce que tu m'as raconté avant. Absolument. Et quand ils t'ont dit qu'il était mort, Ma sœur me l'a dit. qu'est-ce que tu as ressenti Et à j'ai l'intérieur crié de une toi? douleur déchirante. J'ai crié comme une folle. J'ai crié avec une violence inouïe. J'étais très en colère. Mais ma question était s'il te manquait. Tu m'as dit que ce qui te manquait, c'était le dialogue, mais pas lui en tant qu'homme. Le dialogue me manquait parce qu'au final, nous avions un dialogue. Il me comprenait. Et certains de mes mécanismes, quand je me défoulais, il les rationalisait de la bonne manière. Il m'aidait là-dedans. Je sais que tu es entraînée à avoir un détachement émotionnel et à ne pas vivre les choses de cette manière pour être forte. Oui, Mais ma question sur le manque est la suivante. Ton père est mort. oui. Ça te fait mal au cœur, cette chose ou non? Indépendamment du dialogue humain. Je ne sais pas répondre à cette question. Vraiment, parce que tout ce que je te dirais ne serait pas réel, car il y a des choses dans la vie qu'il faut accepter. Et puisque j'ai accepté sa façon d'être, d'une certaine manière, j'essaie de le pardonner. Parce que le pardon est pour les forts, tu sais. Ce Absolument. n'est pas pour les personnes fragiles. Mais je suis très forte sur certaines choses, moins sur d'autres. C'est pour cela que, vraiment, pour te donner une réponse réelle, je ne peux pas te la donner à la question que tu as posée. Ta sœur fait-elle toujours partie de ta vie aujourd'hui? Oui. Et c'est probablement la personne en qui tu as le plus confiance, à part ton mari, ton fils, c'est-à-dire Oui. une personne importante, Bien un sûr, pilier. bien sûr. Je vous ai vu dans une interview, je voyais comment elle te regardait, comment toi tu la regardais. Au-delà du respect, l'amour avec un grand Oui. A. C'est merveilleux de voir cette image. Parlons de ton fils. Quel genre de personne est-il? Mon fils est vraiment génial. Tu t'es illuminé quand je t'ai dit ça. Je viens de jouer Oui, mon mon fils joker. est un garçon, oui. Mon fils est vraiment quelqu'un de bien, comment te dire. Ma relation avec lui est vraiment difficile dans le sens où nous sommes, pour certains aspects, très similaires pour certains aspects. Il est 100 000 fois mieux que moi, il est très équilibré, il est fort, il est plus fort que moi. Sous quel angle? C'est quelqu'un qui gère mieux les situations, il est plus calme, il est plus raisonnable. Il a plus de lucidité. Oui, je suis pas lucide quand ça part dans ma tête. Ok. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui réagit avec le ventre, je suis quelqu'un qui fonce. Je perçois immédiatement des choses chez les gens quand je les rencontre, si je les aime ou pas, j'ai une empathie folle. Lui, il y arrive d'une manière différente. Nous arrivons tous les deux à la même chose, mais de manière différente. Comment vit-il par rapport à ses amis le fait d'être ton fils? Bien, maintenant, ça va. Il dit que de toute façon, je suis pas... N'étant pas une chanteuse pour les jeunes, donc il en rit, oui. Ça va bien, je dois dire que ça va bien, parce qu'avant, non. Avant, il était gêné? Eh bien oui, parce que je crois que mon image a toujours été un peu encombrante, dans le sens où avoir une mère sexy qui travaille aussi avec son corps, qui est physiquement apparente, c'est assez difficile pour un garçon. Il y a eu des années où il m'a carrément fait la guerre. Puis, à un certain moment, tout a changé. Il a commencé à me respecter parce qu'il a peut-être compris. À quel âge? Eh bien, je pense que ça a commencé quand j'ai fait le festival de San Remo. Quand je suis allée au festival de San Remo, qu'il a vu la tension que je ressentais. C'était quelle année? C'était 2020. Ah d'accord, super Oui, récent. oui, oui. 2020. Là, son attitude envers moi a changé parce qu'avant, il était très jugeant. Puis tu sais, les enfants, nom de Dieu, ce sont nos juges les plus impitoyables. Ils savent exactement où aller toucher et où appuyer sur le nerf. Toucher les leviers. Oui, ce sont du sang de ton sang. Ils ont été dans ton ventre, donc ils comprennent. Ils perçoivent. Mon fils me regarde et il sait exactement ce que je pense. En fait, parfois, au lieu de me fâcher, je ris parce que je me dis que ce n'est pas possible qu'il arrive Te lire. à me lire si bien. Que deviendra-t-il quand il sera grand selon toi? Quel genre d'homme sera-t-il? Une bonne personne, je le ressens, une bonne personne. Il est un peu cynique, voilà, il a un peu de cynisme. Quelle carrière professionnelle pourrait-il Puis-je te le dire? entreprendre? Regarde, il pourrait faire plein de choses, parce qu'il fait le classique, donc il est habitué à étudier. En plus, il parle anglais, il pourrait aussi faire une carrière militaire, en ce qui me concerne. Est-ce qu'il en est attiré? Oui, énormément. Il pourrait aussi faire économie et marketing s'il rentre à la Bocconi. Donc je sais vraiment pas ce qui lui passe par la tête en ce moment et je ne veux absolument pas l'influencer, étant donné qu'il est dans sa dernière année de lycée classique. Je préfère qu'il choisisse lui-même, parce que c'est sa vie et pas la mienne. Donc, une carrière très longue, qui ne s'arrête jamais, c'est-à-dire au-delà des 9 Oui. mois de grossesse,
Tu ne t'arrêtes jamais. Non, je ne pense jamais m'être arrêtée. Donc tu travailles depuis plus de Oui. 30 ans. Oui. Et si demain tout ce manège devait s'arrêter, Ouais. cela te Ce qui manquerait-il? me manque, c'est la relation avec le public. Je me rends compte que mon métier est un métier que j'aime et que je déteste. Il y a des moments où je déteste vraiment. Quels sont les moments qui te font Avant ne de me pas l'aimer? produire. D'aller sur scène dans un concert ou sur un plateau télévisé pour une apparition? Ça dépend des situations. Il y a des situations où je me dis, mon Dieu, mais pourquoi? Et puis, après un moment, oui, peut-être quand j'ai un peu peur. J'ai un problème, c'est que j'ai vraiment deux personnalités. L'une qui dit waouh, quel truc génial, et l'autre qui dit non, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû devenir médecin plutôt que. L'une qui se produit, qui s'habille sexy, provocante comme ça, et l'autre qui s'habillerait toujours en noir comme une religieuse. Je vis avec ces deux personnes et ce n'est donc pas toujours facile car l'une force l'autre. Mais une chose est sûre, après avoir été sur scène et être redescendue, je suis reconnaissante envers la vie. Parce que l'amour que le public m'a donné, ce n'est pas l'amour d'un père, ni celui d'une mère. Peut-être que j'ai compensé cela, parce que quand je termine un concert ou que je fais quelque chose que j'aime, après avoir chanté, je suis reconnaissante envers la vie. Je suis reconnaissante et je me dis « Waouh, comme j'ai de la chance !» Parce que je sens que j'ai de l'énergie quand je suis sur scène et que j'ai de l'empathie, que ce soit à travers une chanson ou en jouant dans une pièce de théâtre. Et je me dis, waouh, quel métier merveilleux le mien. Je veux dire, je devrais payer pour avoir tout cela. Et en plus, je suis bien payée. Voilà, c'est ça. Et puisque tu détestes le contact physique, quel rapport as-tu avec le public quand tu n'es pas élevé sur une scène mais que tu es au même niveau, au plein milieu de la rue et qu'il s'approche de toi? Qu'est-ce qui se passe? Ça dépend uniquement du degré d'éducation. Parce que si je rencontre une personne éduquée ou des personnes éduquées, je me laisse aller. Ok. Je suis douce et polie, Une c'est-à-dire personne que je me laisse impétueuse, ça te embrasser. dérange. Non, l'impétuosité, la malpolitesse, ça me rend folle. Et donc, comment Je deviens réagis-tu? méchante. Tu Non, dis je deviens vraiment un et tu t'en monstre. vas? Non, merci. Du calme, ne me touche pas. Je ne supporte pas la malpolitesse, l'intrusion, mais une personne gentille, éduquée, je n'arrive pas à être impolie avec une personne polie. Mais je suis très impolie avec les impolis. En conclusion, je vais te poser 2 questions. Je reviens un instant dans le Oui. passé. N'ayant pas eu une mère présente, y a-t-il eu Oui. une mère à la télévision, une femme qui t'a été proche, qui a été peut-être une mentor aussi? Non, j'ai eu des mères artistiques, on va dire. Oui, artistique, je voulais Pas dire. humainement. Ah, d'accord. Humainement, absolument pas. Artistiquement, j'ai un peu grandi avec Raphaël car j'ai beaucoup travaillé avec elle en Espagne et en Italie. J'ai fait ce programme Ricominci Oda 2, où on était à l'antenne le vendredi, samedi et dimanche. Et chaque vendredi, on faisait une danse ensemble, une chanson ensemble. Donc, Raphaël, avec laquelle j'ai aussi partagé une partie de ma vie privée, nous sommes partis en vacances ensemble. Il y a une période où je l'ai fréquenté. Et donc, artistiquement, Raffaella est l'une de ces femmes avec lesquelles tu ne peux qu'apprendre. Sur scène, avec elle, je me sentais toujours très, très sereine. Je sais pas, il y a des personnes qui, quand tu montes sur scène, arrivent à te transmettre de l'agitation, te donnent de l'anxiété. Et moi, je suis une éponge, tu vois. Si t'es calme et positif, je le suis aussi. Tu absorbes, J'absorbe beaucoup. Avec Raffaella, je chantais, dansais, montais sur scène. C'était une promenade, une promenade. En ce qui concerne ta carrière, Ouais. as-tu des projets aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils se réalisent dans ta vie? Ou es-tu heureuse comme ça et tu prends ce qui vient? Non, je voudrais... Tu n'es pas passive, tu es une personne qui... Quoi, non, mais tu rigoles? Je t'ai demandé pour ça. J'ai plein de rêves dans le tiroir, je voudrais faire plein de choses. Je suis de plus en plus consciente que la vie est faite de rencontres, de connexions. Je crois beaucoup aux connexions, donc pour moi, j'aimerais... Je rêve toujours très très grand, je n'ai pas de petits rêves, sincèrement. Mais je ne les dis pas parce qu'ils sont vraiment grands. Donc j'essaye de faire les choses que j'aime. Celles qui me rendent bien, celles qui, quand je monte sur scène, me font dire « Ah, c'est génial, je m'amuse. Je veux m'amuser. » J'ai passé une partie de ma vie où je me suis pas du tout amusée, où je ressentais tout comme un fardeau. Et j'étais très angoissée malgré mon image souriante, tu vois. Mais maintenant, comme je m'en fiche de plus en plus de porter ça... Tu prends tout avec légèreté. Exactement, je prends tout avec légèreté. Et je veux m'amuser, parce que la vie est courte, c'est un souffle, et bon sang.
Je pense que j'ai déjà donné en termes de souffrance, d'angoisse, de problèmes. J'ai dû résoudre plein de problèmes dans ma vie. Je me suis battue pour obtenir des choses. Maintenant, basta. C'est le moment de m'amuser, c'est tout. La dernière question. Qui aurais-tu voulu qu'il soit ici aujourd'hui pour voir quel genre de personne tu es devenue? Personne. Je n'avais aucun doute sur cette réponse. Tu es blindé. Blindé, ça veut dire forte. Mais en effet, j'ai des fragilités. Jusqu'au point où tu ne regardes pas les émotions pour ne pas te Oui, fragiliser. exactement. Mais je suis aussi quelqu'un de très... Enfin, j'ai mes fragilités, mais de moins en moins, on va dire. Après tout, on grandit aussi pour ça, non? Absolument. Pour devenir plus fort, pour s'améliorer, pour être plus structuré, et voilà. Ça a été un grand plaisir. Merci. Merci à Sabrina. toi. Salut tout le monde, merci de m'avoir si bien accueilli dans cette saison avec ce nouveau projet. J'espère que l'âme de One More Time puisse continuer à vous toucher et que les épisodes continuent à vous plaire. Je vous laisse ici autour de moi d'autres interviews que je vous conseille fortement qui m'ont vraiment touché. Je vous remercie et belle allée.